Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré à la physique du laser. Le cours est découpé en deux grandes parties. L'une décrit le principe du laser, l'autre en donne quelques applications. Le mot laser fait partie de la langue française et provient de l'acronyme anglais LASER pour Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, ce qui signifie amplification de lumière par rayonnement d'émissions stimulées. Cette première séance sera consacrée à l'explication du processus d'émission stimulée et du processus d'amplification. Tout d'abord, les bases théoriques du laser ont été posées par Richard Townes et Arthur Shallow en 1958. C'est finalement Theodore Meyman qui invente le premier laser à rubis en 1960. En une cinquantaine d'années, cette invention a inondé notre quotidien et de ce fait reste l'une des inventions les plus marquantes du XXe siècle. Décrivons maintenant les éléments d'un laser. Plus qu'un amplificateur optique, le laser est un oscillateur optique qui comporte au moins trois éléments. Tout d'abord, il nous faut un milieu amplificateur de lumière. Ce milieu peut être gazeux, liquide ou solide. Ensuite, il faut une cavité résonante de type Fabry-Perot. Enfin, un dispositif extérieur apporte de l'énergie de façon à réaliser ce que l'on appelle une inversion de population. On parle de pompage optique. Voyons comment amplifier de la lumière. L'émission stimulée joue un rôle crucial. Le concept d'émission stimulée fut introduit par Albert Einstein en 1917 pour expliquer le rayonnement du corps noir. Il s'agit d'un des trois modes d'interaction lumière-matière avec l'absorption et l'émission spontanée. Considérons un système d'atomes. Pour simplifier, imaginons que chaque atome peut exister dans deux états électroniques. Notons E1, le niveau fondamental, et E2, le niveau excité. Imaginons que l'atome soit soumis à un rayonnement électromagnétique de fréquence nue. On rappelle que ce rayonnement peut être décrit en termes corpusculaires et on appelle photon la particule associée à ce rayonnement. D'après la relation d'Einstein, chaque photon transporte l'énergie h nue avec h la constante de Planck qui vaut 6,626 10 puissance moins 34 joules seconde. Supposons que ces photons soient résonants, c'est-à-dire que leur énergie corresponde exactement à l'écart E2 moins E1. Il y a alors une probabilité que ce photon soit absorbé, faisant passer l'atome de l'état d'énergie E1 vers l'état d'énergie E2. On dit qu'il y a absorption. La probabilité est maximale quand les photons sont résonants et est proportionnelle au nombre de photons. Imaginons maintenant que l'atome étudié ait absorbé un photon. Il est alors dans un état excité. Il faut savoir qu'un état excité n'est pas stable. Il possède une durée de vie. Si la transition est autorisée, la durée de vie est en général assez faible, de l'ordre de quelques nanosecondes. En l'absence de photons, l'atome se désexcite alors spontanément, en émettant un photon de fréquence nue. On parle d'émission spontanée. Notez que le photon émis possède un état de polarisation, une direction de propagation et une phase imprévisible, donc aléatoire. La probabilité par unité de temps de ce processus est constant, et d'autant plus grande que la durée de vie de l'état excité est petite. Notez qu'il existe des états excités de grande durée de vie qui sont alors dits métastables. Dans ce cas, l'atome peut céder son surplus d'énergie à son environnement grâce aux collisions avant qu'il n'ait le temps d'émettre un photon. On parle alors de désexcitation non radiative. Revenons à la situation précédente où l'atome est dans un état excité. Nous avons vu que l'atome peut se désexciter de façon radiative grâce à l'émission spontanée. Il existe un autre mode de désexcitation radiative.
c'est l'émission stimulée. Dans ce cas, c'est un photon résonant, c'est-à-dire de fréquence nue, qui induit la désexcitation. Le point important à retenir est que le photon produit possède les mêmes propriétés que le photon incident, c'est-à-dire la même direction de propagation, la même phase et le même état de polarisation. En d'autres termes, l'émission stimulée est un processus de clonage de photons. La probabilité par unité de temps du processus d'émission stimulée est proportionnelle au nombre de photons résonnants. La constante de proportionnalité est la même que pour le processus d'absorption. On peut maintenant répondre à la question: comment amplifier la lumière? Si l'on cherche à produire des photons identiques, il faut que l'émission stimulée soit prépondérante devant l'absorption et l'émission spontanée, ce qui donne deux conditions. D'une part, il faut suffisamment de photons pour que le processus d'émission stimulée soit plus probable que l'émission spontanée, d'où l'intérêt d'utiliser une cavité optique. D'autre part, il faut qu'il y ait plus de photons émis par émission stimulée que de photons absorbés, ce qui implique que le nombre d'atomes dans l'état excité doit être supérieur au nombre d'atomes dans l'état fondamental. Il faut alors procéder à ce que l'on appelle une inversion de population. Comment donc inverser la population? Si l'on suppose le système d'atomes à l'équilibre thermodynamique, les populations des deux niveaux obéissent à la loi de Boltzmann, qui stipule que la population varie comme exponentielle de moins EI sur kBt, avec Kb la constante de Boltzmann qui vaut 1,38 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Ainsi, le rapport de population des niveaux 1 et 2 vaut N2 sur N1 égale exponentielle de moins delta E sur kBt, ce qui reste plus petit que 1. Par conséquent, il n'est pas possible d'inverser la population et donc d'amplifier la lumière dans un système à l'équilibre thermodynamique. En d'autres termes, il faut fournir de l'énergie au système pour le maintenir dans une situation de déséquilibre permanent. C'est le principe du pompage, procédé inventé par le physicien français Alfred Kastler. Le pompage consiste à inverser les populations par un apport d'énergie extérieure d'origine optique, électrique, voire chimique. Par exemple, voici le schéma de principe du pompage optique dans le laser à rubis, inventé par Theodor Meymann. Un flash intense permet de peupler le niveau excité E3. Cet état a la particularité de se désexciter de façon non radiative, en peuplant le niveau E2. Or, le niveau E2 a une durée de vie beaucoup plus grande que celle du niveau E3, de sorte que le niveau E3 se remplit beaucoup plus vite que ne se vide le niveau E2. Le résultat est un appauvrissement du niveau E1 et un enrichissement du niveau E2, c'est-à-dire une inversion de population. Un effet laser est donc possible pour la transition E2-E1. La lumière produite est alors rouge. Finalement, nous avons vu comment amplifier de la lumière. Mais le laser est plus qu'un amplificateur de lumière, c'est un réel oscillateur de lumière qui a besoin d'une chaîne de rétroaction. Et c'est là qu'intervient la cavité optique. Mais c'est une autre histoire qui fera l'objet de la prochaine séance. À bientôt.